Alors on a un débat. Est-ce que c'est vous, parce que bonjour Chakma, vous êtes avec nous, vous êtes notre Bonjour invité. Alexandre, bonjour Dorothée. Bonjour. Vous disiez que c'est peut-être calme sur les routes parce que les examens sont terminés, mais ils commencent pour les Il y a sixièmes pas mal primaires. d'examens supérieurs qui sont finis, des examens pour les sixièmes primaires, c'est le CEB effectivement qui commence aujourd'hui. Mais sinon au niveau des secondaires, sauf erreur de ma part, ils sont dans la dernière semaine, donc il reste quelques jours. Je pense que ça se calme au fur et à mesure. Oui, On ça- dépose moins des gens à l'école. Oui, et plus le télétravail, bah voilà. Mais vous n'êtes pas là du tout pour ça. Vous êtes là parce que vous êtes auteur et scénariste de BD. Vous venez de sortir Deuxième Bureau avec Brice Gupfert aux éditions Kenz. Et vous démarrez votre histoire le 7 mars 1936 quand Hitler décide de reprendre possession de la Rhénanie. C'est un fait historique. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce moment? En fait, je suis passionné d'histoire et j'avoue que les années 30 étaient une période historique qu'on connaît très très mal. En tout cas, moi, je connaissais mal. J'avais quelques grands schémas en tête, comme beaucoup de personnes, et j'avais envie effectivement de pouvoir traiter de cette partie-là en me demandant qu'est-ce qui avait amené Hitler à pouvoir lancer effectivement toutes les opérations qu'on va connaître pour la suite, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le premier signal qu'Hitler donne, qui est un vrai coup militaire, c'est effectivement cette remilitarisation de la Rhénanie. Ça veut dire qu'il va réoccuper en fait une partie de l'Allemagne qui avait été gérée par les Alliés, surtout par la France, pendant une quinzaine d'années, et il retourne dedans donc avec ses militaires. C'est le moment où normalement toute l'Europe aurait dû s'arrêter et se dire il y a vraiment un problème, il faut qu'on intervienne. Le souci, c'est que la France à ce moment-là subit un moment géopolitique assez intense, un peu comme on le connaît maintenant. Oui, tout le monde prend ça un peu à la légère finalement. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui arrivent et qui en profitent pour essayer d'avoir plus de crédit militaire, comme le général en chef français qui en plus fait les fausses preuves, et qui donne effectivement au gouvernement pour essayer d'avoir plus d'argent. Et au milieu de tout ça, les agents secrets sont un peu perdus. Eux sont en train de vivre un moment qui est hyper compliqué et ils veulent arriver et partager leurs connaissances, mais personne ne les écoute. Parce que c'est une histoire qui met en scène une espionne en particulier qui s'appelle Maryse Maréchal, qui est un personnage fictif mais qui est inspiré de faits personnalités réels, ouais. vraiment qui ont existé. Oui, tout à fait. Je voulais une aviatrice parce qu'au début, c'était le point de départ, je dirais, de la BD pour faire court. Alors, il y a eu plein d'aviatrices qui, à l'époque, ont volé dans des prototypes, ont effectivement remporté des compétitions. Et donc, je trouvais important de pouvoir montrer que c'était pas un sport pour le côté sportif qui était uniquement dédié aux hommes. Et c'était intéressant de se rendre compte qu'il y avait pas mal d'espionnes également qui étaient présentes et que le fait de pouvoir passer d'un pays à l'autre les mettait dans un terrain avantageux pour pouvoir effectivement fournir des renseignements, parfois aux deux camps, comme on peut se rendre compte en lisant l'album. Je ne savais pas si je pouvais déjà le dire, parce que c'est vrai que c'est expliqué un petit peu à l'arrière de la BD, sur le 4e de couverture, mais je ne savais pas si on pouvait déjà un petit peu le dire. Mais oui, il y a une histoire de double jeu avec ce personnage. Maryse est clairement une agent double, en fait. Dès le début, on se rend compte qu'elle est en train de manger à plusieurs ateliers, tout simplement parce qu'en France, à l'époque, on subit encore les contre-coups du crash économique de 29, et donc il y a un marasme économique en France qui est extrêmement présent. C'est comme ça que le Front populaire va également monter au pouvoir à cause de ça. Et dans cette région frontalière qu'il y a entre la France et l'Espagne, eh bien, en fait, pas mal de gens fournissent des preuves, ou en tout cas des documents plus ou moins secrets, à un coup aux Allemands, un coup aux Français, histoire de pouvoir, je dirais, mettre un peu de peur dans les épinards. Et donc, on comprend pas très bien pourquoi au début, mais effectivement, Maryse, elle fait des photos de la ligne Maginot, et un coup, elle les donne effectivement aux Allemands, et un autre coup, elle donne des photos des Allemands aux Français, pour des raisons qui, pour l'instant, sont un peu obscures, mais c'est clair qu'elle n'est pas tout à fait nette. Qu'on comprend plutôt vers la fin du premier tome. Vous le disiez, vous êtes curieux, enfin vous aimez l'histoire en tout cas. Vous avez dû faire un gros travail de recherche, j'imagine, pour cette BD-là. Alors j'ai lu énormément effectivement de témoignages, surtout des ambassadeurs qui étaient ambassadeurs à Berlin à l'époque, beaucoup de témoignages effectivement des personnes qui étaient dans le service secret, donc le deuxième bureau, c'est le nom un peu général qu'on donne donc pour les centres de services secrets. Donc, vous avez rencontré d'anciens agents? Non, j'ai lu leurs témoignages, Okay. parce qu'effectivement ces personnes-là sont décédées maintenant, enfin il n'y a plus personne qui existe, mais ils ont pas mal écrit, ou certains ont, en tout cas leurs propos ont été, je dirais, retraduits dans certains livres, et donc ça m'a permis d'aller au plus près, je pense, de ce que c'était vraiment l'espionnage à l'époque. Donc on avait effectivement parfois des mini-caméras boutonnières qui marchaient pas toujours de manière parfaite, et donc mais tous les témoignages que j'apporte sont des témoignages véridiques, donc les messages secrets, la façon dont ils se transmettaient des informations, la façon dont ils se comportaient, la façon dont les agents doubles étaient contactés, tout ça est purement authentique. Et c'est quelque chose que vous reprenez, enfin toutes ces infos, vous les reprenez à la fin de la BD dans un dossier historique. Il y a une ligne du temps, des explications, il y a des détails sur les véhicules aussi. Donc il y avait vraiment une volonté d'être presque pédagogique un petit peu avec cette BD. Mais j'avoue que j'aime beaucoup la pédagogie. J'ai fait d'autres livres où on fait la vulgarisation scientifique, mais je trouve qu'une bande dessinée doit rester un monde de divertissement pur et dur. Mais après, si on se dit, tiens, mais après mon petite aventure, mes personnages qui étaient fictifs, qu'est-ce qu'il en est réellement? Ceux qui ont envie de creuser donc, peuvent lire effectivement le dossier, je vais dire petit dossier, mais effectivement il est conséquent. C'est 4 pages, quelque chose comme ça, 4-5 pages. Oui, il y a 7-8 pages, je pense. Et Ah, je quand même un crois peu que plus.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible en faisant le moins d'erreurs possible sans être historien, mais pour donner effectivement l'occasion au lecteur de pouvoir, et à la lectrice de pouvoir se dire tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dedans est vrai ou n'est pas vrai, qu'est-ce qui est inventé ou pas, et pour finir, qu'est-ce que je peux en retirer si je me suis bien amusé. Et il y a quand même pas mal de choses qui sont... Enfin, la plupart des faits sont quand même historiques et collent avec la réalité. Mais oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Il y a des choses justement, enfin que moi personnellement j'ignorais, même cette histoire avec le magnétron, etc. Et toute cette évolution et la manière dont même il a été géré de manière différente entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Tout ça, on l'ignorait complètement. Oui, je dirais, mis à part les péripéties effectivement des deux héroïnes que sont Maryse et Abby, une qui est espionne au niveau des Anglais et l'autre qui espionne au niveau un coup des Allemands, un coup des Français, on ne sait plus très bien. Tout le reste est effectivement complètement historique, dont l'invention du radar qui va être déterminante effectivement pour la bataille d'Angleterre et donc le moment où Hitler et Göring vont envoyer les troupes aviatrices, des avions pardon, pour essayer de conquérir l'Angleterre. Sans le radar, ils y seraient certainement parvenus. Tout à fait. Or, cette invention du radar n'est pas une invention uniquement anglaise. Les Français y ont participé d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'y croyaient pas vraiment. Sauf que les Français n'y croient pas du tout. En 1935, ils ont fait un test sur le bâtiment le Normandie et ils se sont rendus compte que c'était pas aussi bien qu'ils croyaient. Et donc, le gouvernement français coupe les vivres effectivement financiers aux scientifiques. Eux continuent à chercher dans leur coin, mais pour finir, personne n'y croit. Et l'histoire véridique, en tout cas, c'est que un élément essentiel de ce radar va être transporté par un adjoint du général de Gaulle vers l'Angleterre en mai 1940, au moment où effectivement les Allemands sont vraiment en train d'envahir la France. Preuve s'il en est qu'effectivement l'invention est hyper importante, mais qu'en fait personne ne s'en rend compte. Et là on joue un peu avec les dates pour dire que cette invention pouvait arriver peut-être un peu plus tôt et on laissera le lecteur, la lectrice découvrir ça. Mais c'est incroyable cette histoire. Oui, c'est une histoire de fou. Sur le dossier historique vers la fin, vous avez écrit une phrase qui m'a marqué, vous avez mis « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre ». Oui. Est-ce qu'on peut dire du coup que cette BD est aussi un message que vous envoyez qui fait écho à l'actualité ou pas? Parce que je sais que le temps de production, de sortie d'une BD peut être assez long. Donc quel était le contexte d'écriture? Alors de manière générale, je crois beaucoup au fait que si on ne connaît pas notre histoire, on est condamné à la revivre. Ça me paraît évident. Je ne pense pas qu'on a tous être des historiens, mais en tout cas, on peut être en éveil par rapport à ce que le passé nous enseigne au niveau effectivement des leçons. J'ai commencé à écrire ça il y a 8 ans. Je dirais il y a 2 ans et demi, on en parlait au moment où on faisait les premières pages, parce que je parle effectivement d'Hitler au début qui amasse ses troupes à la frontière et qui va les envahir. C'est le moment où Poutine était en train de faire des manœuvres avec ses chars en disant « vous inquiétez pas, je ne franchirai pas la frontière, je n'irai pas en Ukraine ». On est maintenant effectivement dans un moment politique en France où le Front populaire est en train de monter, où il y a une montée effectivement de l'extrême droite qui est extrêmement pesante. C'est exactement ce qu'on vit durant 1936 ceci. Donc je pense qu'effectivement c'est la meilleure réponse à votre question, c'est le fait de dire que on peut se divertir mais continuer à avoir un regard sur le passé et essayer d'en apprendre, ça permet de rester en éveil. Là c'est le tome 1, est-ce qu'on peut s'attendre à voir la suite bientôt? J'avais posé cette question, ouais. On a quasiment fini, donc on a une aventure qui se clôt véritablement, je pense qu'on a une vraie fin en tout cas au tome 1, mais on a envie d'avoir la suite vu que les péripéties vont continuer. En fait on a traité de la première partie de 1936 dans le tome 1, on va traiter de la seconde partie de 1936 dans le tome 2, qui va commencer le 1er août, ou le 31 juillet 1936, avec les Jeux Olympiques de Berlin, qui sont une fumisterie incroyable au niveau effectivement du monde du sport et du monde politique. Et puis après, on va passer en Allemagne, on ira jusqu'à la guerre d'Espagne. Ça sortirait normalement au printemps effectivement de l'année prochaine, vu que pour ma part, moi, tout est terminé et qu'au niveau du dessin, on a fait 85%. Ah oui, Pardon. Allez-y. Ce sera encore Marie, est-ce que l'on va suivre ou alors ce sera un autre espion? Alors on va suivre toujours Maryse et Abby, effectivement, à la fin du premier tome, il y a une révélation. Elles vont quitter une vraie mission qu'on leur a donnée pour essayer d'aller dans leur coin. C'est un peu les aventurières en même temps que les espionnes. Et donc elles vont effectivement, on va suivre ces deux personnes-là, je dirais, qui restent ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et en attendant, deuxième bureau, tome 1, c'est publié chez Kennes. Merci beaucoup, Chakma, d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Il est 8